All systems online. Salut à tous, c'est Schneider, et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore-post de mardi présentait le système Pallas qu'on a déjà vu. Ce système a été le lieu de la découverte des Xi'an par les humains en 2530. À cette époque, la colonisation de l'espace par l'humanité était à son apogée, et les entreprises de terraformation et les chasseurs de points de saut savaient que leur fortune serait faite s'ils en découvraient un. Lorsqu'une exploratrice de l'entreprise Gaia Planet Service découvrit le système Pallas depuis le système Baker, ses employeurs furent particulièrement enthousiastes. En effet, l'étoile du système est une naine jaune similaire au soleil de notre système, et apparemment, ça rend la terraformation beaucoup plus facile. Ils se sont dit qu'ils n'allaient pas déclarer tout de suite la découverte de ce système, dans le but de pouvoir l'exploiter en secret quelque temps, quitte à payer une amende. Mais pendant que l'équipe de Gaia Planet Service scannait Pallas 3 pour vérifier qu'elle était terraformable, les Xi'an leur sont tombés dessus et les ont fait prisonniers. L'humanité s'est donc retrouvée à gérer des négociations avec les Xi'an pour récupérer les 276 humains retenus en otage. Ces derniers ont été libérés contre tout un tas d'informations sur l'humanité, ce qui a fait que quand la guerre froide avec les Xi'an a commencé, ils savaient pratiquement tout de nous et nous rien d'eux. Pendant cette guerre, Pallas a été un des nombreux systèmes abandonnés par les Xi'an qui ont constitué la ligne Peri, un no man's land pour éviter que nos deux civilisations se croisent et qu'un conflit éclate. Et pour l'anecdote, les systèmes de la ligne Peri sont tous nommés selon des dieux de la guerre, Pallas Athéna étant la déesse de la guerre chez les Grecs. Mercredi, CIG a répondu aux questions des backers sur le Nautilus d'Aegis qui a été présenté pendant les vacances et qui pourra déployer, draguer et désarmer des mines dans l'espace. Une fois déployés, les composants de ces mines commenceront à se dégrader en fonction de leur environnement. Il est aussi dit que les mines auront une espérance de vie de seulement quelques jours, et se souviendront du vaisseau qui les a déployés et pourront être récupérés après coup. Les drones de réparation, de réapprovisionnement et de désarmement des mines seront transportables indépendamment du vaisseau. Ça veut dire que dès que votre vaisseau a une baie à drones, comme un Vulcan, un Karak ou un Nautilus, vous pourrez embarquer n'importe lequel de ces drones. Mais vous ne pourrez pas profiter des capacités de ces drones si jamais vous n'avez pas le bon vaisseau. Vous pourrez transporter un drone de réapprovisionnement de carburant avec un Nautilus ou de désarmement de mines avec un Karak, mais vous ne pourrez pas vous en servir. Le Nautilus fera 125 mètres, mais embarquera pourtant seulement 24 mines. Ça fait pas beaucoup dans l'immensité de l'espace, mais il justifie ça par le fait que les mines se déplaceront vers leur cible après les avoir repérées, et elles seront capables de les repérer d'assez loin. Elles pourront d'ailleurs poursuivre une cible seulement dans le vide de l'espace et pas en atmosphère. Et la poursuite d'une cible par une mine s'arrêtera si jamais la cible devient trop éloignée. Ce qui fait que peut-être que les vaisseaux de course ou d'interception pourront être utilisés pour attirer des mines, les semer et les disperser. Une fois déployés, les mines communiqueront avec leur vaisseau mère ou un terminal permettra de consulter leur niveau de dégradation et leur statut. Tous les vaisseaux pourront détecter des mines et être détectés par elles. Les vaisseaux furtifs auront évidemment moins de chances de se faire repérer, et les vaisseaux avec de meilleurs radars auront de meilleures chances de détecter des mines à distance. L'équipage qui déploiera les mines pourra définir qui la mine doit cibler ou pas, de sorte à ce que la mine puisse distinguer les amis des ennemis. Et si un jour le piratage devient une vraie mécanique de jeu aboutie, on sait déjà qu'on pourra les pirater à distance à l'aide d'un drone. La portée de détection des mines va être assez difficile à établir pour eux, ça dépendra des composants de la mine et du niveau d'émission radar de la cible. Ça pourrait donner une portée de détection d'une cible entre 5 et 10 km, et une portée de poursuite au-delà de ça pour permettre à peu de mines de bloquer une surface assez grande. La salle de contrôle du déploiement des mines au sein du Nautilus permettra de voir où vont être disposées les mines, mais il ne prévoit pas de nous laisser les disposer selon un schéma prédéfini, en triangle, en carré ou en sphère par exemple. Pour ça sera à l'équipage de collaborer pour placer les mines comme ils veulent. Le déploiement de mines sera plus ou moins légal selon le contexte et le lieu. Si vous dispersez de votre plein gré des mines autour d'une région économique importante ou très peuplée, ça sera certainement considéré comme un crime. Si vous les larguez autour d'un coin dont tout le monde se fout, ça sera bien pareil pour le largage de vos mines. Et si vous les déployez dans le cadre d'une mission pour l'armée, on vous inculpera pas pour ça, et même au contraire on vous récompensera pour le faire. Et enfin, il y a d'autres types de mines prévues, mais ils ne peuvent pas vraiment en parler pour le moment. Jeudi, l'émission Inside Star Citizen nous a présenté les progrès de la mise à jour 3.7. La première chose qui a été présentée, c'est la première version de l'inventaire personnel qui pourra pour l'instant seulement contenir de petits objets ramassables. Lorsqu'on passera en mode d'interaction pour interagir avec un objet, s'il est suffisamment petit, on pourra le ramasser et il sera stocké dans notre sac à dos ou dans notre armure. Et toujours grâce au mode d'interaction, on pourra faire apparaître un menu circulaire pour consulter ces objets.
Un bouton vous permettra de lâcher chaque objet individuellement et un autre vous permettra de tout stocker dans une caisse de marchandises qui apparaît visiblement de nulle part. Et une fois cette caisse déposée dans un vaisseau garé dans une station ou un spatioport, on pourra vendre son contenu via un terminal de vente. Ensuite, on a pu voir l'avancée des variantes Harbinger et Sentinel du Vanguard. Les deux vaisseaux ont toujours le même aspect à l'extérieur et c'est surtout la salle principale à l'intérieur qui a changé. Dans le Sentinel, la pièce est inspirée de la salle de contrôle qu'on a dans les porte-avions et ce terminal servira plus tard pour la guerre électronique. Et dans le Harbinger, on a pu revoir la fameuse baie à torpilles, mais rien de vraiment nouveau. Et enfin, David Colson nous a montré une modification qu'ils ont apportée au modèle de vol. Le mode de vol en surplace devrait moins se comporter comme un hélicoptère et devrait disposer d'un outil de détection des obstacles pour ralentir. Selon lui, ça devrait régler les problèmes du hover mode, surtout pendant les atterrissages. L'émission Star Citizen Live de vendredi recevait Todd Papy, Chad McKinney et Brian Chambers pour répondre aux questions des backers sur des questions de développement. On leur a demandé s'ils pouvaient se concentrer sur moins de vaisseaux et plus de métiers. Les équipes responsables des vaisseaux et des métiers sont totalement différentes, donc non, faire moins de vaisseaux amènera pas les métiers plus vite. Selon Todd Papy, une des raisons pour laquelle les métiers n'arrivent pas aussi vite qu'on aimerait, c'est parce que la plupart de leurs développeurs qui pourraient se consacrer à ça travaillent sur Squadron 42. Ils ont bien quelques développeurs qui travaillent sur des métiers pour l'univers persistant, comme le minage ou le transport de marchandises, mais c'est surtout parce que ce sont des activités qu'on retrouvera dans Squadron 42. Pour la suite, le minage avance bien, tout ce qui tourne autour du transport et de la vente de marchandises aussi, ils travailleront ensuite sur des éléments de la piraterie, le boulot de mercenaires, la chasse à la prime, et après viendront le recyclage d'épaves, la réparation et le réapprovisionnement. Chad McKinney nous a ensuite parlé de l'Object Container Streaming côté serveur. Dans à peu près tous les jeux modernes en monde ouvert, la totalité de la carte n'est pas chargée entièrement en mémoire. En général, le moteur du jeu charge et décharge des portions de map en fonction de la progression du joueur, sans que le joueur s'en rende compte. Premier problème, le CryEngine sur lequel est basé le Lumberyard utilisé par CIG ne dispose pas d'un tel système, et donc il a fallu le faire. Et deuxième problème, on est sur un projet de MMO spatial où il est prévu qu'une map fasse au minimum plusieurs millions de kilomètres de large et accueille des milliers de joueurs sur la même map. Donc les serveurs doivent aussi bénéficier de cette technologie de chargement et de déchargement des zones visitées par les joueurs. Ça nécessite beaucoup de développement sur le moteur du jeu et beaucoup de développement et d'infrastructures côté serveur pour stocker toutes les informations relatives à ce qui est chargé et déchargé dynamiquement. Donc plus la persistance des données sera exhaustive, mieux ça sera, et c'est encore loin d'être le cas. Mais il semblerait que les développeurs soient capables de faire marcher l'Object Container Streaming côté serveur sans que absolument tout soit persisté. En tout cas, durant les réunions avec Chris Roberts, le ressentiment général est plutôt positif, mais bien sûr, ils ne donneront pas de date. Quant au serveur meshing, qui permettra de fusionner tous les serveurs de jeu de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'instance, nécessite justement l'Object Container Streaming côté serveur. Il y a quelques mois, ils ont estimé qu'ils ne pourraient pas ajouter Microtech sans l'Object Container Streaming côté serveur. En fait, ils ne savent pas comment ça va se passer. Peut-être que ce système sera prêt à temps et qu'il s'avérera largement efficace au moment voulu, mais pour ça, ils doivent attendre qu'il soit fini et testé pour connaître ses capacités. Ils savent pas encore quand est-ce qu'il sera fini et il n'est pas sur la roadmap pour cette raison. Et si c'est pas le cas, ils pourraient envisager dans un premier temps, temporairement, de rajouter Microtech en jeu qui remplacerait une planète existante. Rien de sûr, c'est juste une piste possible pour eux. Et peut-être que le moteur du jeu pourra accueillir Microtech sans l'Object Container Streaming côté serveur. Ça aussi c'est encore inconnu. La persistance totale est encore loin d'arriver et en fait c'est pas quelque chose qui arrivera du jour au lendemain mais qui s'améliorera mois après mois au fur et à mesure du développement. Et en avoir fini avec ça, c'est un objectif à très long terme. Donc habituez-vous à ce que chaque mise à jour réinitialise votre progression pendant encore longtemps. Il y a quelques années, CIG publiait des pages sur son site pour expliquer à quoi devaient ressembler les différents métiers du jeu. Ils ont arrêté car ces documents établissaient trop de choses susceptibles de changer avec les retours des joueurs et définissaient des objectifs vraiment trop loin dans le temps. Donc désormais, pour un métier ou une activité, ils ont des documents internes d'une page qui définissent sa version initiale faisable à court terme. Et donc, ce qu'on a lu sur les différents métiers il y a quelques années, il faut plus vraiment le prendre pour argent comptant. Concernant les mécaniques de jeu liées au carburant, elles ont été repoussées car elles nécessitent certains prérequis et parce que ça n'est pas nécessaire pour Squadron 42. L'intégration de l'API graphique Vulkan progresse bien. Pour rappel, Vulkan, c'est une interface de programmation qui permet de créer des rendus 2D et 3D en utilisant des fonctions préfabriquées. Un jeu destiné à tourner sur Windows pourra utiliser l'API DirectX. Un jeu destiné à tourner uniquement sur iOS ou macOS pourra utiliser l'API Metal d'Apple.
Mais si vous souhaitez développer un jeu susceptible de tourner sur plusieurs supports différents, PC, Mac, Linux, Android, console de salon, vous devrez utiliser une autre API open source qui s'appelle OpenGL. Et selon le support utilisé, PC ou mobile, les développeurs devront utiliser différentes fonctions d'OpenGL. L'API Vulkan vise à unifier ce qui n'était pas sur OpenGL, de sorte à ce que le même code écrit par les développeurs rende la même chose, peu importe le support de jeu. Avec en prime, une hausse des performances, une baisse de la consommation d'énergie, une utilisation amoindrie du pilote de la carte graphique en la contrôlant directement, un meilleur support des processeurs multicœurs et mieux répartir la charge entre carte graphique et processeur. Bref, des jeux plus riches visuellement, plus fluides, moins gourmands, peu importe le support, et surtout avec une plus grande facilité de portage sur d'autres supports de jeu. Et à mon avis, si on parle de l'API Vulkan dans le rapport mensuel de Squadron 42 ce mois-ci, c'est pas anodin. Bref, sur Star Citizen, cette transition est en cours depuis quelques mois et devrait arriver progressivement au cours des futures mises à jour. Et le nettoyage et la refactorisation du code qu'ils font en vue de l'intégration de l'API Vulkan devraient de toute façon déjà profiter au jeu en l'état, qui utilise pour l'instant surtout DirectX 11. Lorsque Squadron 42 arrivera sur la fin de son développement, la plupart des développeurs commenceront déjà par prendre des vacances, et ensuite la plupart d'entre eux seront assignés progressivement au développement de Star Citizen. Et une petite minorité commenceront la pré-production du chapitre 2 de la trilogie Squadron 42. Et pour finir, se déconnecter de l'univers persistant devrait pouvoir se faire en dehors d'un vaisseau ou d'une ville, car ils ont déjà imaginé la possibilité qu'on puisse avoir un sac de couchage pour ça. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42, et au vu des changements, il va falloir que je vous parle un peu de ce qui s'est passé la semaine d'avant. Durant l'émission Pillar Talk du vendredi 30 août, Erin Roberts, Eric Kieron Davis et John Crew ont annoncé que CIG allait passer sur une organisation du développement du jeu qu'ils ont appelé Staggered Development, qu'on pourrait traduire par développement échelonné ou étalé. Concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Ils se rendent compte que depuis plusieurs mois, leur modèle de mise à jour trimestrielle ne se passe pas comme prévu. Certaines tâches sont bouclées à temps, d'autres sont légèrement en retard et sortent dans des mises à jour mineures, et d'autres tâches sont carrément repoussées à la mise à jour suivante, quelques semaines avant la sortie de la mise à jour où elles étaient initialement prévues. Et donc leur solution pour pallier à ce problème, c'est de réorganiser leur équipe de travail, de sorte à ce que quand la moitié de leurs développeurs travaillent sur la mise à jour qui sortira dans 3 mois, l'autre moitié travaillera sur la mise à jour qui sortira dans 6 mois. Selon eux, ça leur permettra de continuer d'avoir un rythme de sortie des mises à jour trimestrielles tout en ayant un rythme de travail moins effréné. Plus de temps pour préparer les phases de PTU et faire en sorte que les mises à jour sortent à temps avec tout ce qui était promis initialement, et moins de bugs car ils ont eu plus de temps pour les corriger. Le gros avantage, c'est que si les développeurs sont assignés à un temps de développement de 6 mois sur chaque mise à jour, ils auront peut-être plus de chances d'aboutir à la création de choses qui prennent plusieurs mois de travail, comme tous les métiers qui sont prévus, le piratage, la refonte de toutes les interfaces avec leurs nouvelles solutions, qui sont largement réclamées par la communauté. C'est ce qu'a confirmé Todd Papy pendant le Star Citizen Live en parlant de la première version du minage qui a pris 6 mois de développement. L'inconvénient, évidemment, c'est que comme les développeurs seront répartis en 2 équipes travaillant sur 2 mises à jour différentes, chaque mise à jour se verra attribuer moins de développeurs, ce qui fait moins de sujets différents abordés lors du développement de chaque mise à jour, et donc une liste de fonctionnalités plus petite lors de la livraison. En gros, des mises à jour avec des fonctionnalités plus conséquentes, en tout cas on l'espère, mais individuellement moins nombreuses, ce qu'on n'espère pas, mais qui arrivera très certainement. Personnellement, j'ai été un peu surpris par cette annonce, puisque comme certains, je pensais que cette organisation était déjà mise en place et généralisée chez CIG, mais visiblement non. En fait, la seule équipe qui fonctionne déjà comme ça, c'est l'équipe en charge des vaisseaux, qui travaille parfois sur des vaisseaux qui sortiront pas avant des mois. On l'a vu notamment avec le Karak et le Prowler dans certains épisodes d'Inside Star Citizen. Alors, sur le papier, c'est plein de promesses, mais je pense que malheureusement, ça changera peu de choses. Oui, les mises à jour auront peut-être un peu plus de chances de sortir à temps et sans bug parce que les développeurs auront eu effectivement un laps de temps plus grand pour peaufiner. Mais en revanche, je pense que ça n'empêchera pas les mises à jour d'avoir une différence entre ce qui était prévu et ce qui sera effectivement délivré à la date prévue. Avant la 3.0, en 2016, CIG avait un rythme de sortie des mises à jour basé sur le contenu terminé. Ce qui était fini était poussé dans des mises à jour qui sortaient à un rythme complètement irrégulier. L'avantage, c'est qu'on ne pouvait pas leur reprocher de ne pas tenir leur date puisqu'ils n'en définissaient pas. L'inconvénient, c'est qu'entre fin 2016 et fin 2017, quand ils ont attaqué des morceaux plus conséquents comme Star Marine ou la 3.0, ça a pris du temps, aucun contenu n'a été livré aux joueurs qui n'ont pas du tout aimé l'attente et qui ont surtout pas aimé le fait d'ignorer complètement si le contenu tant attendu sortirait dans 6 semaines ou dans 6 mois.
Pour régler le problème, après la 3.0, à partir de début 2018, CIG a décidé d'adopter un rythme de sortie trimestriel et de rendre leurs prévisions publiques. Les avantages, c'est que ça définit des délais pour les développeurs qui vont naturellement essayer de les tenir, ça permet à la communauté de profiter régulièrement d'un peu de contenu et de pas avoir le sentiment d'effectuer des traversées du désert pendant des mois, et ça permet à la communauté de savoir où va le projet et à quelle vitesse il avance. L'inconvénient, c'est que désormais, CIG donne ses objectifs et ses délais à la communauté qui va naturellement gueuler quand les choses ne se passeront pas comme prévu. Et au sein d'un projet avec une feuille de route jalonnée dans le temps, rien ne se passe jamais comme prévu, car tout ce qui est planifié est le fruit d'hypothèses et d'estimations du temps que chaque tâche prendra. Et si en plus de ça, vous avez aux commandes quelqu'un qui a tendance à être plutôt optimiste, comme Chris Roberts, vous augmentez le nombre d'éléments qui vont être sous-estimés, reportés et le risque que les joueurs se mettent à râler. Personnellement, j'en viens à penser que la roadmap publique avec des dates n'est pas vraiment la solution idéale. Même avec des mises en garde sur la page, au moindre délai non tenu, la communauté sort les fourches et tout le monde oublie que les dates données par CIG étaient des estimations et pas des promesses. Et ça me fait me dire qu'il vaudrait peut-être mieux qu'ils publient une partie de leur backlog de ce qu'ils envisagent de faire à moyen terme. Et concernant le contenu de la prochaine mise à jour, y assigner les tâches finies seulement une fois qu'elles sont finies, a posteriori et pas lors d'une prévision, ce qui foire la moitié du temps depuis que la roadmap est rendue publique. Je suis d'accord, c'est vraiment aller chercher loin le moyen d'essayer de limiter les réactions négatives de la communauté en présentant la réalité sous l'angle le plus arrangeant, et ça réglera pas les vrais problèmes, c'est pas en changeant la tête d'un thermomètre qu'on règle les problèmes d'isolation. Surtout que, comme on me l'a fait remarquer, ça mettrait peut-être encore plus en lumière le fait que certaines choses avancent vraiment lentement. Donc, à mon humble avis, parce que c'est pas du tout mon domaine, je pense que les dirigeants de CIG peuvent jongler autant qu'ils veulent avec le jalonnement du projet, ce qu'on appelle les milestones en anglais, la composition des équipes et la répartition du travail à faire, ils ne pourront pas faire grand chose vis-à-vis des reports, il y en aura toujours. Parce que le développement de jeux vidéo c'est plein d'imprévus, parce qu'ils vont garder ce rythme de sortie jalonné dans le temps, et parce que estimer le temps que vont prendre des tâches, c'est inhérent à une planification dans le temps et qu'on pourra jamais le faire parfaitement. Et aussi, et à mon avis surtout, parce que la suite du projet est en grande partie décidée par Chris Roberts, qui est un grand optimiste, c'est lui-même qui le reconnaît. L'optimisme de Chris Roberts, c'est grâce à ça qu'un projet comme Star Citizen est en train d'être tenté, mais c'est aussi à cause de ça que ses supporters ont connu pas mal de désillusions. Du coup, concrètement, qu'est-ce qui a changé dans la roadmap? À peu près tout, et je crois qu'on n'avait pas vu un tel glissement depuis que la roadmap a été publiée. La 3.6.2 a enfin accueilli le 890 Jump, mais l'allocation de vaisseaux a été repoussée en 3.7, et le système de remplacement de bouclier au milieu de l'année prochaine. La 3.7 a complètement changé de tête, ce qui n'a pas été du goût de tout le monde. Pour résumer, parce que ça serait trop lourd de tout énumérer, toutes les tâches en matière d'environnement et d'intelligence artificielle, pratiquement toutes les tâches en matière de gameplay et de technologie, 2 armes et le Cutlass Red ont été repoussées pour fin 2019 et début 2020. Ça fait 20 tâches. Plus la récupération de carburant dans l'environnement et la version 2 du système d'allocation de la puissance qui ont carrément disparu de la roadmap. En contrepartie, on a de bons progrès sur les armes, sur le Banu Defender, et on a quelques nouvelles tâches de gameplay et d'environnement qui, surprise, sont bien avancées. On aura donc, à la place des stations spatiales, la première version des cavernes, et on pourra certainement y ramasser des objets grâce au système d'éléments récoltables, la première version de l'inventaire personnel et le minage en FPS qui pourra se faire grâce à un outil multifonction. Donc, en théorie, on devrait pouvoir descendre dans une caverne, récolter des minerais rares à la main, vider son sac dans une caisse de marchandises dans la soute de son vaisseau, et revendre le tout auprès d'un terminal de vente en ville ou sur une station. On aura enfin, en espérant que ça fonctionne, la première version du système de partage de progression des missions et des récompenses, la version 2 du système de composants pour les armes, comme des silencieux, des compensateurs ou des poignées, et une amélioration de l'ordinateur de vol des vaisseaux pour détecter les obstacles et ajuster la vitesse en conséquence. La bonne nouvelle, c'est que la version 2 du combat à pied et les dogfights pour les PNJ, le partage de missions, la première version de l'inventaire et la réduction automatique de la vitesse de vol en cas d'obstacle sont terminés. Et apparemment, les cavernes pourront commencer à servir de première version pour les prisons. À vous de juger ensuite si les nouveautés de cette 3.7 et ses progrès pardonnent tout ce qui a été reporté. La mise à jour 3.8 voit repousser à l'année 2020 les stations spatiales inoccupées, 6 tâches sur les mécaniques de jeu, la version 2 des comportements des PNJ en FPS en combat, et les bots magnétiques ont carrément disparu de la roadmap. La mise à jour se récolte sur tous les reports de la 3.7 et il y a juste eu un petit progrès sur le Karak. Microtech est toujours là, mais il y a un risque de report. Selon ce qu'aurait dit Chris Roberts à un événement réservé aux concierges, l'Object Container Streaming côté serveur est prévu en interne pour la fin de l'année, mais il sera certainement repoussé au milieu de l'année 2020.
Et comme ils avaient dit précédemment que c'est une technologie qui allait être indispensable pour étendre à nouveau la taille de la zone de jeu, c'est pas impossible que Microtech soit repoussé dans les mois qui vont suivre en attendant que cette techno soit prête. Pour la mise à jour 3.9, elle récupère elle aussi les contenus repoussés de la mise à jour 3.7 et 3.8, et voit repousser à la mise à jour de juin 2020 Crusader, sa zone d'atterrissage d'Horizon, et la refonte de certaines portions du code réseau. 3 tâches de gameplay dont la nage ont disparu, comme le Constellation Taurus, et il n'y a que la refonte du Origin M50 qui apparaît dans cette mise à jour. Et enfin, la mise à jour de juin 2020, c'est là où a été repoussé tout ce qui pouvait l'être. Elle a pour l'instant rien de particulièrement remarquable, mais visiblement CIG a décidé de l'appeler la 4.0 alors que la 3.10 aurait été plus appropriée. Selon Todd Papy, le fait que le système Stanton sera complet mérite que la mise à jour s'appelle la 4.0. Les seules nouveautés sur la roadmap, pour l'instant, c'est le Hercule Starlifter et un outil de gestion dynamique du spawn des PNJ. Mais Disco Lendo et Todd Papy ont lourdement insinué pendant le Star Citizen Live de rester attentifs à ce qu'ils vont présenter d'ici là, en déclarant que ça rendrait la dénomination 4.0 plutôt légitime. On peut parier sans trop de risques que cette mise à jour sera abordée à la CitizenCon. J'aurais aimé vous dire que tout ce retard sur Star Citizen a profité à Squadron 42, puisqu'il semblait que le développement de Squadron 42 était la priorité de CIG en 2019. Oui, ben non. Parmi tout ce qui était prévu pour le 3e trimestre 2019, voilà ce qui est passé au dernier trimestre 2019, au 1er trimestre 2020 et au 2e trimestre 2020. Et parmi tout ce qui était prévu pour le dernier trimestre 2019, voilà ce qui est passé au 1er trimestre 2020 et au 2e trimestre 2020. Les fonctionnalités permettant de traîner des corps et la version 4 du scan de vaisseau ont disparu de la roadmap. Aucun progrès n'a été rapporté sur les chapitres. La bêta est donc officiellement repoussée à octobre 2020. Comme prévu, la majeure partie des reports concerne l'intelligence artificielle et les mécaniques de gameplay, et à mon avis, c'est pas le dernier report majeur de Squadron 42 auquel on va avoir affaire. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, moi j'ai ramené 2 ou 3 boutanges de jaja du terroir de mes vacances, donc je vais en profiter pour aller essayer d'oublier cette roadmap catastrophique. Je vous dis à dimanche prochain, et d'ici là portez-vous bien citoyens.